Toutes et tous, et je voudrais aussi exprimer toute ma reconnaissance à la communauté universitaire de la wilaya de Béjaïa pour les efforts qui sont fournis et consentis dans le sens de développer et conforter les partenariats avec le monde économique et les services publics de l'emploi. Et je voudrais également remercier les autorités locales de la wilaya de Béjaïa et à leur tête, M. Louali, pour le soutien et l'accompagnement de ce genre d'événements qui ne font que renforcer les missions des uns et des autres. Monsieur le recteur, Monsieur Boualem Saïdani, je vous remercie pour l'accueil que vous nous avez réservé tous, l'ANEM, nos amis experts qui viennent aussi d'Alger et les collègues qui viennent des autres wilayas de Biskra et de Tlemcen. Monsieur le représentant de l'ambassade britannique à Alger, Andrea Quartin, merci aussi de votre présence. Monsieur Roland Sarton, le très actif Roland qui représente le directeur de bureau d'Alger. Je dis très actif parce que je le constate sur le terrain, on travaille ensemble. C'est quelqu'un qui est en train d'apporter beaucoup pour notre pays à travers le BIT, donc dans le sens du développement de ce partenariat. Nos amis du CREAD, mesdames et messieurs, donc les responsables locaux de la wilaya de Béjaïa, les directeurs exécutifs, les cadres aussi de l'ANEM, les responsables de l'ANEM, le directeur de l'emploi, M. Saou, le chef d'agence aussi de Tlemcen qui est avec nous, mesdames et messieurs, donc les cadres, les doyens des différentes facultés de la wilaya de Béjaïa, mesdames et messieurs les cadres, nos amis étudiants et étudiantes, nos amis de la presse, qu'il ne faut pas oublier aussi, bonjour. Donc avant de commencer, je voudrais juste souligner l'importance que nous accordons donc à ce genre de partenariat avec le monde extérieur. Le débat, deux points essentiels sont en débat, pas uniquement au niveau de l'Algérie, mais au niveau de toutes les universités et tous les pays, qu'ils soient développés, autrement développés, émergents. Ce sont le point qui est lié à l'inadéquation entre l'offre des systèmes, tous les systèmes, formation professionnelle, système de formation supérieure et les besoins de l'économie. Et la deuxième question, qui a aussi donc une importance particulière, c'est les SPE et le rôle des SPE dans les services, donc sur le marché de l'emploi. Ce salon, qui est à sa 10e édition, est un formidable moment pour l'agence, pour l'université et pour le monde économique. Ça permet donc aux chercheurs d'emploi, aux étudiants qui vont devenir par la suite donc des chercheurs d'emploi, aux entreprises et au monde économique de sortir de leur bulle. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire aussi que, et ce n'est pas le cas de l'Algérie uniquement, j'ai eu l'occasion de participer à des rencontres au niveau international, c'est le même débat, le problème de la communication entre le monde universitaire et le monde économique et les différents instruments et outils qui sont mis en place par les États pour soutenir le salariat à travers les emplois aidés ou bien l'auto-emploi, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. L'ANEM est une partie prenante donc, de ce processus essentiel qui vise à répondre aux acteurs économiques, qu'ils soient publics ou privés. Vous savez tous que les offres d'emploi sont à une écrasante majorité donc, des offres émanent du secteur privé. Au travers donc une offre de travail préparée et formée aux compétences de base spécifiques requises par le monde du travail. L'enjeu est très important. Vous savez que l'enquête de l'ONS qui a été faite en avril 2017 nous donne un taux de chômage qui vient d'augmenter, qui est passé à 12,3. Bon, l'augmentation s'explique essentiellement par les pertes d'emplois dans le secteur du bâtiment. Environ 90 000 emplois ont été perdus, notamment au premier semestre. Au premier semestre de l'année 2017, il y a eu des chantiers qui étaient à l'arrêt, il y a eu aussi des difficultés de paiement, des engagements et des rattachements de certaines entreprises. Donc ça a impacté le marché de l'emploi. Et quand le bâtiment va, tout va. Si le bâtiment ne va pas, donc le marché de l'emploi est touché. Il y a aussi un autre problème que je considère à mon sens, un problème peut-être psychologique. Parce qu'il y a eu aussi
une baisse de la consommation des ménages. Bon, les ménages sont devenus se sentent un petit peu fragiles, donc ils consomment moins. Ils essayent d'épargner peut-être pour les années à venir. Et cette consommation des ménages a aussi impacté donc, le secteur le plus important pourvoyeur d'emploi, qui est le secteur des services. Et on a eu également, entre 2016 et 2017, plus de 100 000 emplois perdus dans le secteur des services. D'ailleurs, l'enquête de l'ONS parle de la disparition de 57 000 entreprises. Donc, toutes ces pertes d'emplois, ajoutées à l'augmentation de la population active, qui a augmenté de plus de 125 000. Donc, quand vous avez une population active qui augmente et une population occupée qui baisse naturellement, donc on va avoir un taux de chômage qui augmente. Cependant, il y a toujours des transitions professionnelles qui se font. Et ce cadre, par exemple, le cadre d'aujourd'hui, est une opportunité pour parler de ces questions de transition donc, professionnelle. Pendant 10 ans, on avait beaucoup de chantiers en Algérie, mais c'était la commande publique qui a tracté tout ça. Donc on avait beaucoup de commandes publiques et les entreprises vivaient surtout et en grosse partie de la commande publique. J'ai écouté ce matin l'ancien ministre des Finances, M. Ben Khalfa, qui parlait de cette question sur la chaîne 3. Il a raison. Donc, comme il y a un recul aussi de la commande publique, donc il y a un recul au niveau de l'emploi, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des transitions professionnelles. Moi, je pense aux demandeurs d'emploi, aux gens qui sont en chômage, pour qu'ils puissent faire d'autres formations, changer de secteur. Il y a des pays où la flexibilité est beaucoup plus importante, notamment quand il y a des dispositifs qui assurent une prise en charge au niveau social entre un emploi et une autre. Mais je pense que nous devons aller vers la flexibilité sur le marché de l'emploi. Mais il ne peut pas y avoir de flexibilité s'il n'y a pas d'adaptation au marché du travail. Et ça, c'est le rôle des institutions, mais c'est aussi le rôle donc, des autres organisations actives sur le marché de l'emploi. Comme on est à l'université, donc le monde universitaire est un peu plus touché que le reste. Donc les universitaires sont autour de 17,6% de chômage. Ça représente quand même un taux beaucoup plus important, paradoxalement, aux demandeurs d'emploi qui n'ont pas de formation et pas de qualification. Vous savez tous que plus de la moitié des demandeurs d'emploi n'ont pas de qualification et n'ont pas de formation. Pour nous, ça constitue une alerte. Et donc là, je voudrais donc par ce propos souligner l'importance de la formation. Et quand je dis formation, je ne pense pas uniquement donc à la formation professionnelle, à l'apprentissage, mais je pense aussi à la formation universitaire. Et l'université algérienne offre des possibilités en dehors des formations académiques qui sont donc dispensées donc, au niveau des universités. Il y a d'autres formations académiques et professionnelles qui sont dispensées par l'UFC. Il ne faut pas oublier l'UFC. On a beaucoup travaillé avec l'UFC et les résultats ont été vraiment très probants. L'ANEM est un partenaire du projet qui est dirigé par M. Sarton de l'Université au monde du travail avec 3 wilayas, 3 universités, Béjaïa, Biskra et Tlemcen. Depuis septembre 2006, donc le Bureau international du travail met en œuvre, en partenariat avec l'ANEM, mais avec le soutien de l'ambassade britannique à Alger, que je remercie infiniment donc, pour le financement de ce projet. Et tout ça se fait, bien entendu, donc, sous la coupe de notre ministère, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Le BIT, donc, à travers ce programme, je suis membre du comité de pilotage avec nos amis. J'ai oublié de citer donc, notre ami Racha Bidjaoui, qui est donc, responsable aussi dans ce projet. On a touché surtout donc, au redéploiement de la formation au niveau des ateliers sur les techniques de recherche d'emploi. Avant le lancement de ce dispositif, l'ANEM, dans sa conduite de changement, puisque nous sommes toujours dans la conduite de changement, on a mis en place beaucoup d'outils. On est passé d'une agence qui utilise beaucoup de papier, qui utilise beaucoup de physique, puisque aujourd'hui c'est un terme d'actualité au niveau mondial, la question du physique et du digital. Donc on est passé surtout à la dématérialisation. On utilise beaucoup plus de digital que de physique, mais on ne perd pas de vue la dimension humaine de notre relation. Et la dimension humaine peut également donc, être mise en exergue dans ce genre d'outils qui sont les clubs de recherche d'emploi,
Et là, je voudrais aussi remercier Madame Christine Lévesque, qui nous vient de très très loin, du Canada, et qui nous apporte un soutien fortement intéressant donc, dans l'animation et la formation de nos cadres. Nous avons lancé l'idée, je l'ai dit en coulisses avec Madame Christine, j'ai dit que l'ANEM, à chaque fois qu'elle a une belle idée, on fait du benchmarking, on essaie de copier intelligemment, et on se jette à l'eau, et par la suite on apporte des réglages. Donc on préfère le faire dans ce sens que de faire beaucoup de théoriques et d'écrire des termes de référence et d'attendre à ce que ça soit bien fait pour lancer. Nous, on a choisi autre chose, on a choisi de se lancer. On a bien lancé des ateliers de recherche d'emploi, vous pouvez les voir sur notre compte Facebook. On a lancé des clubs de recherche d'emploi, et ce n'est qu'après qu'avec l'arrivée du BIT, on a profité de l'occasion pour apporter les réglages nécessaires, améliorer au fond et au niveau de la forme, améliorer le fond, donc au niveau des techniques de recherche d'emploi, surtout dans le monde universitaire, et améliorer la forme, c'est la forme du club, comment est-ce qu'il est organisé, un club de recherche d'emploi au niveau de l'ANEM. Ce nouveau dispositif, donc, il est dans 3 universités pilotes, comme je l'ai cité tout à l'heure. Un autre point, donc, il y a les enquêtes-analyses. Les enquêtes-analyses et prévisions sur le marché de l'emploi, on les a lancées déjà. Et là, je voudrais aussi remercier la présence du CREAD, qui excelle dans ce domaine. Donc, on a lancé l'analyse et la recherche, la prévision sur le marché de l'emploi avec nos amis suédois. On l'a lancé depuis, je pense, mais donc, les informations sont très justes, M. Arrache, en 2006, c'est ça 2008, oui. Donc, on a lancé les enquêtes, et puis avec le BIT, on les a encore relancées, améliorées, renforcées, confortées. Et tout à l'heure, mon collègue qui est directeur de l'information et des études au niveau de l'ANEM, M. Arrache, qui est ici présent, va vous donner les premiers résultats de l'étude. Donc le salon d'aujourd'hui témoigne déjà les relations vraiment étroites, j'allais dire conviviales, entre l'ANEM et le monde du travail avec le soutien du BIT. Les conseillers de l'ANEM travaillent donc avec les collègues des universités. J'ai rencontré des universitaires de Tlemcen, des universitaires de Béjaïa, de Biskra aussi, qui travaillent avec nos conseillers en équipe pour améliorer donc les approches sur le marché du travail. M. Arrache présentera donc les résultats préliminaires d'une enquête conduite dans la wilaya de Béjaïa. Ça va être des résultats préliminaires, mais ça aura au moins le mérite d'exister puisqu'on est ouvert à la critique. Je sais qu'à la fin, il y aura quelques débats. Et bien, tout ce qui sera constructif et tout ce qui sera donc qui pourra apporter un plus à notre analyse est le bienvenu. Donc les premiers résultats vont contribuer à identifier quelques besoins spécifiques de formation. Il y a des besoins. Ce genre d'enquête n'identifie pas uniquement des emplois. C'est pas de la prospection. C'est une enquête qui va identifier et des besoins de formation et des besoins donc en main d'œuvre, qu'elle soit qualifiée ou fortement qualifiée. L'identification des métiers aujourd'hui est aussi très facilitée elle est plus facilitée par la mise à disposition de toutes les parties prenantes, les chercheurs, le CRIAD est là, les chercheurs de l'université également, les entreprises, il faut qu'elles s'impliquent plus. Je profite de l'occasion pour vous informer que nous allons au niveau de l'ANEM lancer un club RH, puisqu'on a essayé par la suite d'avoir des contacts avec les chefs d'entreprise, avec le monde économique, mais le courant n'est pas passé comme on le veut. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle idée que je lance devant vous, c'est de lancer un club RH au niveau central, mais nous allons peut-être par la suite décentraliser et essayer de créer des clubs, peut-être au niveau régional. Quand il s'agit de wilaya où il y a beaucoup d'investissements, comme Béjaïa, peut-être qu'on aura besoin d'un club RH uniquement pour la wilaya de Béjaïa, qui vont être des espaces d'échange. C'est pas très, on ne va pas se formaliser à faire des décisions, ça ne va pas être un club bureaucratisé, ça va être un club de discussion à bâton rompu, d'échange, d'expérience, d'expertise, d'échange de besoins. Donc ça va être un club qui va permettre donc à l'agence d'être souvent à la rencontre, donc de rencontrer souvent nos amis du monde économique.
L'ANEM a lancé et a créé la nomenclature algérienne des métiers et des emplois. La nomenclature aujourd'hui, elle existe, elle est donc sous format papier, mais elle est aussi sur le site internet de l'ANEM. Vous pouvez la rechercher, vous pouvez faire une recherche d'emploi, de fiches métiers sur le site de l'ANEM, mais vous pouvez aussi télécharger une application qui est sur le store. Donc je ne pense pas qu'elle est sur Apple, mais elle est sur Android. Donc sur le store, vous pouvez télécharger en faisant ANEM Name. ANEM, donc A-N-E-M, N-A-M-E, et vous allez avoir la nomenclature sous forme d'une application qui va vous permettre de faire une recherche. Mais c'est déjà ça, c'est une nomenclature qui a été construite dans le cadre toujours d'un partenariat avec Pôle emploi France. Donc on a adapté le ROM V3 en Algérie et on a aujourd'hui un langage commun, c'est-à-dire qu'on peut parler la même langue au niveau du marché de l'emploi. La nomenclature n'est pas figée, nous sommes ouverts, on reçoit toujours donc des demandes du monde économique, des administrations pour créer de nouvelles fiches. Bon, pour le moment, les demandes qu'on a reçues de la part de certaines entreprises, ce sont des demandes qui étaient auparavant, donc à l'origine, des demandes de nouvelles fiches métiers. Mais on s'est retrouvé à changer uniquement l'appellation. Vous voyez maintenant l'importance d'avoir une nomenclature. C'est-à-dire on peut parler du même métier, mais avec des appellations différentes, et notamment dans c'est pas monsieur le directeur de l'emploi qui va me contredire quand je parle de la main-d'œuvre étrangère, on utilise des termes, des appellations de métiers qui existent chez nous, mais pour lesquels on donne d'autres appellations. L'essentiel à l'intérieur, c'est les compétences de base, les activités de base, et les compétences spécifiques et les activités spécifiques. En tout cas, vous pouvez tous, sur vos smartphones, faire une petite recherche et vous mettez, donc, vous pouvez rechercher par domaine d'activité ou bien vous recherchez par un mot-clé. Vous mettez soudeur, journaliste, mettez le métier qui vous vient à la tête et vous allez voir que c'est un instrument très intéressant. Mais je continue à vous dire que nous sommes ouverts en tant qu'Agence nationale de l'emploi. Au niveau de la direction générale, nous avons même un bureau qui est dédié à la nomenclature et vous avez ici dans cette salle des experts métiers. Ce sont des experts, et je le souligne, des experts de l'ANEM qui ont eux-mêmes donc fait plus de 5000 entretiens avec des entreprises et qui ont pu donc 5000 entretiens multipliés par 2 puisqu'ils sont partis dans la première fois pour faire on va dire la fiche métier. Après ils sont revenus avec les mêmes DRH pour les rencontres de validation des fiches métiers. Donc ce sont des experts et qui vont par la suite, un de ces experts ou bien deux vont, je pense ce matin, vous exposer, vous donner un aperçu sur la nomenclature. On est ouvert, s'il y a des améliorations à faire, on va les faire. Parce que la nomenclature, on ne l'a pas fait pour nous uniquement. On l'a faite pour qu'il y ait dans notre pays un langage. Il y a beaucoup de pays qui sont similaires à l'Algérie et qui n'ont aucune nomenclature. Alors quand vous parlez d'un métier, peut-être pour le commun des mortels, on parle du même métier. Mais quand vous allez au fond des choses, je vous donne juste un exemple que je donne souvent. Quand on parle d'un cuisinier, on ne parle pas toujours du même. Je vous donne juste un exemple, je vais peut-être prendre un peu de temps. Quand une agence de l'emploi reçoit une offre d'emploi pour un cuisinier, bon, si elle vient d'un hôtel, c'est un cuisinier, c'est un type de cuisinier, mais si l'offre d'emploi vient d'une collectivité, c'est une autre cuisinier. Donc, le cuisinier qui fait de la cuisine collective, donc qui fait de la cantine, entre parenthèses, et le cuisinier qui fait la cuisine gastronomique ne sont pas les mêmes. Ils ont la même fiche métier, mais au niveau des appellations, elles sont différentes. Vous voyez le temps qu'on gagne et les économies qu'on fait quand on utilise les fiches métiers. Même les demandeurs d'emploi, sur notre système d'information, dans le cadre des services à distance qui sont déjà lancés, utilisent la fiche métier pour s'inscrire. Et les employeurs, quand ils déposent des offres, on a plus de 6000 offres d'emploi qui sont déposées sur le net et plus de 29 000 inscriptions à distance. Bon,
on a lancé le 2 janvier, mais nous sommes dans la conduite du changement, donc on essaie de faire beaucoup de pédagogie avec les usagers, on ne veut pas les brusquer, on ne va pas dire que c'est, voilà, telle date c'est obligatoire, on veut faire beaucoup de pédagogie avec les usagers de l'agence, mais la nomenclature est importante pour nous tous, donc il faut aller vers son utilisation. À la fin, je voudrais donc remercier aussi, saisir cette occasion qui m'est donnée, pour remercier tous donc les acteurs au niveau de l'université. Je voudrais juste parler d'un point qui est aussi important, parce que j'ai parlé beaucoup en ma qualité de directeur général de l'emploi que de l'emploi salarié, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des maisons d'entrepreneuriat, il y a aussi une maison d'entrepreneuriat à Béjaïa. Tout à l'heure, il y aura une signature de convention, et là, je voudrais donc souligner l'importance de la création d'entreprises. Dans la fin des années 80, l'État était le seul investisseur, le seul employeur, le seul recruteur. On ne parlait pas d'entreprise. Mais à partir de 91, bon, bien avant, il y avait des initiatives, mais un programme cohérent, c'était en 90, avec le premier programme de coopérative de jeunes, par la suite qui est devenu l'ANSEJ, et puis à l'ANDI, il y a des dispositifs, des instruments qui ont été mis en place. Et ces instruments ont permis au moins, ils ont eu le mérite de répandre la culture de l'investissement et de dire aux citoyens, pour être insérés sur le marché de l'emploi, il n'y a pas que le salariat. Il y a, et on le voit tous les jours, des citoyens qui ont on va dire l'esprit d'entreprise, qui ont peut-être des prédispositions qu'il faudrait peut-être renforcer pour faire l'aventure, parce que la création d'entreprise est aussi une aventure. Dans le parcours du créateur d'entreprise, il y a des difficultés, mais qui sont peut-être négatives, mais qui ont toujours un impact très positif sur la formation de futurs chefs d'entreprise. Donc il faut aussi faire un effort dans ce sens, dans le sens de créer de l'entreprise. Les analyses et les enquêtes qui sont faites dans les wilayas, dans certains bassins, peuvent nous permettre quelles sont les opportunités. Cependant, il faut aller vers la création d'entreprises pour répondre à des besoins locaux. On ne va pas c'est-à-dire, on ne va pas copier comme on l'a fait par le passé. Par le passé, on nous a collé une image de transport, location. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Aujourd'hui, l'ANSEJ et la CNAC ne financent pas si vous n'avez pas une formation de base, et on ne vous finance pas. Il y a même des activités qui ne sont plus accompagnées. Vous pouvez la créer dans un cadre normal, mais avec l'accompagnement de l'État, l'État accompagne aujourd'hui des activités qui répondent à des besoins, notamment dans le secteur du tourisme, le secteur de l'agriculture. Et maintenant, on voit que les chiffres de ces deux dispositifs augmentent considérablement quand il s'agit de ces secteurs, l'agriculture et la pêche, mais il n'y a plus de financement des activités que j'ai citées tout à l'heure. À la fin, je voudrais aussi souligner le rôle des Bleus. Les Bleus, ce n'est pas les Bleus dans le sens péjoratif. Hein. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui sont dans des Bleus. C'est peut-être paradoxal, mais ce sont des bureaux de liaison entre l'université et l'entreprise. On avait tant besoin de ça. J'espère que ça ne va pas rester donc bleu. Il faut que ça prenne un peu d'expérience, que ça grandisse et puis que ça devienne un cadre, le cadre idéal dans la communication entre le monde universitaire et le monde économique. L'université fait beaucoup d'efforts. Au même rythme, j'allais dire, que la formation professionnelle. L'université, je parle sous le contrôle de monsieur le recteur, a revu même la nomenclature des filières. Je pense qu'il y a eu beaucoup de filières qui ont disparu. Et je salue l'effort qui est fait parce que dans certaines visites, puisque j'ai sillonné le territoire national, des fois je rentre dans une wilaya qui est à caractère agropastoral ou touristique et je vois un fronton Jami'at al-Ouloum al-Insaniya. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces étudiants, quand ils vont sortir, aller sur le monde du travail? Je pense qu'il faut essayer. C'est vrai que l'effort est difficile, que ce soit à la formation, parce que vous n'allez pas du jour au lendemain demander à celui qui enseigne Qanoun al-Madani, je ne sais pas, le code civil, vous allez lui dire demain, vous allez enseigner tel ou tel. Donc, ça va être difficile au niveau d'abord de l'encadrement des enseignants, après il y a peut-être même des investissements à faire, parce qu'il y a des équipements, des laboratoires et tout, mais c'est un effort qui peut être fait sur des années pour pouvoir, pas être en adéquation, mais au moins rétrécir un peu le fossé qui existe entre le marché, les besoins de l'économie et ce qui est livré par les systèmes de formation. On ne peut pas
continuer donc à former, juste pour former. Et je salue l'effort de l'université algérienne. Je le fais de Béjaïa, parce que Béjaïa aussi est un bel exemple. L'effort qui est fait en amont dans le sens donc, de revoir un petit peu la nomenclature, mais aussi l'effort qui est fait au quotidien pour se rapprocher plus. Je vois les relations qu'entretient M. Saïdani ici avec le monde économique. Donc ça dénote du rapprochement qui existe entre l'université et l'économie. Bon, je termine par quelques chiffres que je vais vous donner. Au niveau de l'Agence nationale de l'emploi, là je ne critique pas l'ONS parce que certains me disent, vous donnez des chiffres différents de l'ONS. L'ONS fait une enquête. L'enquête, donc, elle se base sur un certain nombre de ménages. Après, il y a des enquêteurs qui font des enquêtes sur le terrain. Et sur le terrain, les ménages, donc, répondent d'une manière ou d'une autre. Bon, je ne vais pas aller dans le détail. Mais pour nous, c'est exhaustif. On a 972 000 demandeurs d'emploi inscrits sur WASIT, qui est notre système d'information. Donc, on peut vous les donner par nom et prénom. Et ceux qui sont inscrits répondent à une des conditions de BIT pour vous considérer comme étant demandeur d'emploi. Parce qu'il y a une différence entre chômeur et demandeur d'emploi. Si vous êtes en l'âge de travailler et que vous faites une recherche active, la démarche de s'inscrire est une recherche active, et que vous êtes disposé à travailler et vous acceptez l'emploi qu'on vous offre, c'est à ce moment-là qu'on dit que vous êtes un demandeur d'emploi. Mais si vous refusez un emploi, on ne peut pas vous mettre dans le nombre de chômeurs. Sur 972 000, déjà il y a 71 000 qui sont de sexe de la gente masculine. Ça c'est un problème, mais rassurez-vous, c'est le même cas dans même des pays européens. Ça c'est la question du retrait, on va dire volontaire de la femme du marché de l'emploi, puisqu'il y a alors 71%, donc faites vos calculs, 29% sont des femmes. Et vous retrouvez les mêmes taux au niveau des placements également, donc le nombre de femmes il est beaucoup plus faible. Sur les 972 000, on a 22% qui sont issus de la formation professionnelle et 28% qui sont issus de l'université. Donc là, je corrobore aussi et j'appuie les chiffres de l'ONS. 28 et 22, donc ça nous fait 50%. 50%, c'est ça, je ne me trompe pas. Alors vous avez 50% qui n'ont aucune formation ou qualification. Et ça, c'est vraiment alarmant. Sur les offres enregistrées, je l'ai dit tout à l'heure, 77%, c'est des offres qui émanent du secteur privé. Et le reste, donc, c'est du secteur public. Au niveau des placements, la même chose, 74% sur 295 000 placements, tous placements confondus. Hein. Du 1er janvier au 31 août, on a placé 295 000 donc, demandeurs d'emploi au niveau de l'économie. 23% sont issus de l'université et 15% sont issus de la formation professionnelle. Voilà, je vous remercie.